Ferme les yeux une seconde, respire profondément. Imagine 2027, pas comme une date lointaine sur un calendrier, mais comme une scène vivante. Un train fend le silence du désert sur 950 km de rails brûlants. Il ne transporte pas une promesse vide, il transporte du minerai de fer algérien, pas importé, pas dépendant des marchés extérieurs, pas soumis aux fluctuations d'ailleurs. À nous, sortis de notre sol, transformés par nos mains, expédiés vers nos ports. Imagine maintenant un chiffre, 400 milliards de dollars de PIB. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un rêve naïf qu'on répète pour se rassurer. C'est un scénario possible, une trajectoire économique qui se dessine si les pièces s'assemblent, si les décisions s'alignent, si la volonté tient. Et pose-toi cette question, honnêtement. Et si 2026 était l'année où l'Algérie bascule définitivement? Une mine géante qui s'éveille après des décennies de silence. Des ports intelligents qui connectent nos richesses au monde. Des fermes au cœur du Sahara qui transforment le sable en production. De l'hydrogène vert exporté vers l'Europe, des engrais made in Algeria qui nourrissent nos terres et d'autres continents. Mais sommes-nous vraiment prêts pour cette transformation? Prêts mentalement, prêts économiquement, prêts collectivement. Ce n'est pas une vidéo de plus, c'est une projection stratégique, une immersion dans l'Algérie qui pourrait émerger entre 2026 et 2027. Si tu crois que l'Algérie peut atteindre 400 milliards de dollars, écris en commentaire « Je crois au potentiel algérien ». Like la vidéo maintenant, partage-la à quelqu'un qui doute encore. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui dépasse les discours. Depuis 1962, notre histoire économique s'est écrite presque toujours avec les mêmes mots. Le pétrole, le gaz, encore le pétrole, encore le gaz. Comme un refrain que l'on répète génération après génération. Pendant des décennies, près de 95% de nos exportations ont reposé sur ces deux ressources. Elles ont financé l'État, construit des villes, soutenu des programmes sociaux. Mais elles ont aussi installé une dépendance silencieuse, presque confortable, qui a façonné notre manière de penser l'économie. Pendant que les revenus énergétiques entraient, nos mines dormaient sous le sable et la roche. Le désert, immense et riche, attendait qu'on le regarde autrement que comme une étendue vide. Nos terres agricoles perdaient en ambition. Et notre jeunesse, brillante, formée, ambitieuse, regardait ailleurs, parfois vers d'autres horizons, parfois vers d'autres pays, cherchant des opportunités que son propre sol semblait retarder. Pourquoi avons-nous laissé autant de richesses sous terre? Était-ce un manque de vision à long terme, un déficit de stratégie industrielle cohérente, ou simplement le poids de l'histoire, des crises successives, des urgences politiques et sociales qui repoussaient toujours la diversification à demain? Chaque génération algérienne a entendu cette phrase « Un jour, on diversifiera ». Des plans annoncés avec espoir, des promesses répétées dans les discours officiels, des cycles économiques rythmés par le prix du baril, montant quand il montait, ralentissant quand il chutait. Une économie suspendue aux marchés internationaux. Et pourtant, 2026 semble murmurer autre chose. Ce jour est arrivé. Mais une transformation économique réelle ne commence pas dans les tableaux Excel ni dans les conférences. Elle commence dans la mentalité collective, dans la manière dont un peuple décide de voir ses propres capacités. Au sud-ouest du pays, dans l'immensité minérale de Tindouf, un nom résonne aujourd'hui comme un signal de bascule, Gara Djebilet. 3 milliards de tonnes de réserves de fer, un chiffre presque irréel. Et pourtant, pendant près de 60 ans, ce gisement est resté là, silencieux, connu, étudié, mais inexploité à grande échelle. 60 années où le potentiel dormait sous la roche, comme un géant que personne n'osait vraiment réveiller. Aujourd'hui, le décor change. L'exploitation industrielle n'est plus une hypothèse lointaine, mais une réalité en marche. Les premières capacités visent entre 10 et 20 millions de tonnes par an, avec un objectif progressif de 40 à 50 millions. Ce ne sont pas seulement des volumes, ce sont des flux économiques, des contrats, des chaînes de transformation qui peuvent redessiner la carte industrielle du pays. Mais le vrai changement ne se limite pas à l'extraction. Il se trouve dans l'infrastructure qui rend tout cela possible, une ligne ferroviaire minière de 950 km reliant Tindouf au nord-ouest. Pendant longtemps, le désert a été perçu comme un obstacle logistique, une barrière naturelle entre la richesse et le marché. Aujourd'hui, il se transforme en corridor stratégique. Le sable n'est plus une limite. Il devient une autoroute économique traversée par l'acier et la volonté. L'impact potentiel dépasse le site minier. Réduction massive des importations de fer qui pèsent sur la balance commerciale. Relance de la sidérurgie nationale grâce à un approvisionnement local stable. Milliards de dollars possibles en exportation si la montée en puissance se confirme. Des milliers d'emplois directs et indirects dans le sud-ouest, dans des régions longtemps considérées comme périphériques. Tindouf ne serait plus un point éloigné sur la carte. Elle deviendrait un centre stratégique, un pivot industriel, un symbole de reconquête économique,
pas seulement une mine, un signal. Regarde l'Est, là où les reliefs se rapprochent de la Méditerranée, où l'histoire industrielle du pays a longtemps battu. Annaba, Tébessa, Souk, Arras. Des noms chargés de ressources, de mines, de potentiel brut encore sous-exploités. Cette région possède depuis des décennies des richesses stratégiques, phosphate, zinc, plomb. Des minerais capables d'alimenter des industries entières, locales et internationales. Pourtant, pendant longtemps, l'exploitation a été freinée par une réalité simple et coûteuse, le transport. Des camions lents, des routes saturées, des trajets interminables entre les sites miniers et les ports. Des coûts logistiques élevés qui réduisaient la compétitivité. Une dépendance aux infrastructures routières fragiles, exposées aux retards, aux accidents, aux surcharges. La ligne minière. Et vers le port d'Annaba change la perspective. Elle trace un corridor direct entre les gisements et la mer. Un axe structurant pensé pour transporter massivement et efficacement les minerais vers l'exportation ou la transformation locale. Ce n'est plus une circulation dispersée et coûteuse. C'est une colonne vertébrale logistique qui relie la profondeur du territoire à la Méditerranée. Moins de coûts de transport signifie plus de marge pour investir, moderniser, transformer sur place, plus de compétitivité face aux marchés internationaux, plus de souveraineté aussi, car maîtriser ces infrastructures, c'est maîtriser le rythme de son développement. L'Est peut-il devenir notre moteur industriel? Peut-il incarner ce second souffle minier et chimique qui équilibre le pays entre nord, sud, est et ouest? La réponse ne dépend pas seulement des rails posés, mais de la manière dont nous décidons d'activer tout l'écosystème autour. Dans le silence des marchés internationaux, une compétition discrète se joue depuis des années autour d'une ressource essentielle, le phosphate. Aujourd'hui, le Maroc domine ce secteur à travers le géant OCP Group, devenu un acteur mondial incontournable des engrais et des dérivés phosphatés. Sa stratégie a été claire: transformer localement, monter en gamme, exporter des produits à forte valeur ajoutée, plutôt que de simples matières premières. De son côté, l'Algérie dispose d'un atout colossal, près de 2 milliards de tonnes de réserves de phosphate, un potentiel immense, longtemps limité à une extraction partielle et à des exportations brutes. Or, la véritable richesse ne réside pas seulement dans le volume extrait, mais dans la capacité à transformer. Produire des engrais adaptés aux besoins agricoles, développer de l'acide phosphorique pour l'industrie chimique, structurer une chaîne complète allant de la mine jusqu'au port, puis vers les marchés d'Afrique et d'Europe. La question stratégique devient alors évidente: pourquoi vendre brut quand on peut vendre transformé? Chaque étape de transformation supplémentaire crée de l'emploi, de la compétence, de la valeur ajoutée nationale. Elle renforce aussi la sécurité alimentaire interne, en fournissant des intrants agricoles produits localement, tout en ouvrant des débouchés extérieurs. Si cette dynamique s'installe durablement, ce projet ne serait pas simplement industriel. Il pourrait redéfinir notre balance commerciale, réduire certaines importations et positionner l'Algérie comme un acteur régional majeur dans la chaîne mondiale des engrais. Adrar, la chaleur qui écrase l'horizon, le silence immense qui enveloppe les étendues infinies, le sable à perte de vue, comme une mer figée sous le soleil. Pendant longtemps, cette image a symbolisé l'éloignement, l'isolement, la difficulté, le désert comme frontière, comme limite naturelle au développement agricole massif. Et pourtant, au milieu de cette immensité, un autre paysage commence à émerger. Une ferme géante, pensée à une échelle que l'on associait rarement au Sahara. Un projet inspiré de l'expérience de Baladna, adapté aux réalités climatiques et territoriales algériennes. Des infrastructures modernes, des systèmes de refroidissement, une organisation industrielle intégrée, des milliers de vaches élevées dans des conditions maîtrisées, au cœur même d'un environnement réputé hostile. L'objectif n'est pas symbolique, il est stratégique. Produire massivement du lait en poudre, réduire une facture d'importation qui pèse depuis des décennies sur la balance commerciale, sécuriser un produit sensible pour l'alimentation quotidienne des familles, transformer une dépendance en capacité locale. Imagine maintenant un jeune vétérinaire d'Adrar, diplômé, compétent, ambitieux. Il n'a plus besoin de quitter sa région pour trouver un poste stable. Il travaille chez lui, dans une structure moderne, au service d'un projet national. Son savoir-faire reste sur place. Son salaire circule dans l'économie locale. Sa famille ne vit plus dans l'attente d'un départ. Le désert change alors de rôle. Il ne représente plus seulement l'aridité ou la distance. Il devient un espace productif, organisé, stratégique. Une réserve de lumière, de foncier, d'opportunités. Ce qui paraissait vide devient structuré. Ce qui semblait stérile devient nourricier. Le Sahara ne regarde plus le Nord comme unique centre de gravité. Il participe, il produit, il nourrit. 36 000 hectares. Une surface qui, sur une carte, paraît abstraite. Mais sur le terrain, cela représente des étendues immenses, structurées, planifiées, organisées au cœur du Sud. À Timimoun, l'agriculture ne se pense plus comme une activité traditionnelle limitée par le climat.
Elle se conçoit comme un système technologique intégré, adapté aux réalités sahariennes. L'irrigation goutte à goutte devient la norme, chaque litre d'eau compté, optimisé, dirigé avec précision vers la racine. Ici, l'eau n'est pas gaspillée, elle est pilotée. Des capteurs, des systèmes de gestion modernes, une planification des cultures basée sur les données climatiques et les rendements attendus. La technologie transforme la contrainte en paramètres maîtrisés. Le rendement n'est plus laissé au hasard. Il est calculé, anticipé, amélioré saison après saison. Blé, légumineuses, fourrage, chaque culture s'inscrit dans une logique de performance et de durabilité. Les partenariats européens apportent expertise technique, semences adaptées, méthodes de gestion éprouvées dans d'autres régions arides du monde. L'échange n'est pas seulement commercial, il est stratégique. Le Sahara commence alors à changer de statut. Il ne se limite plus à l'image d'un territoire difficile à exploiter. Il devient un laboratoire agricole à ciel ouvert, un espace d'expérimentation grandeur nature, où se testent de nouveaux modèles productifs adaptés au climat extrême. Et si la souveraineté alimentaire venait du Sud? Si les régions longtemps perçues comme périphériques devenaient le pilier de notre sécurité alimentaire? Cette hypothèse redessine les équilibres internes et oblige à repenser la géographie économique du pays. L'Europe cherche une chose avec insistance, une énergie verte, stable, sécurisée. La transition énergétique n'est plus un slogan politique, c'est une nécessité stratégique. Réduire la dépendance aux énergies fossiles, sécuriser les approvisionnements, atteindre les objectifs climatiques. Dans cette équation mondiale, certains pays disposent d'un avantage naturel que d'autres n'auront jamais. L'Algérie possède l'un des plus grands potentiels solaires au monde. Des milliers d'heures d'ensoleillement par an, des étendues vastes, peu denses, capables d'accueillir des installations à grande échelle. Là où d'autres voient une chaleur excessive, on peut voir une puissance énergétique brute, une ressource inépuisable, silencieuse, quotidienne. Au cœur de cette transformation se trouve l'hydrogène vert. Produit par électrolyse de l'eau grâce à une électricité issue du solaire, il devient un vecteur énergétique exportable. Il ne s'agit plus seulement de consommer localement, mais de transformer l'énergie du soleil en molécules transportables vers d'autres marchés. L'exportation redevient centrale, mais sous une forme nouvelle, décarbonée, alignée avec les standards énergétiques de demain. Des partenariats énergétiques internationaux se dessinent déjà autour de cette ambition. Coopération technologique, investissements croisés, corridors énergétiques reliant le sud de la Méditerranée au marché européen. L'enjeu dépasse la production. Il touche à la position géopolitique du pays dans un monde en recomposition énergétique. Et si le gaz n'était qu'une transition, une étape intermédiaire entre l'économie fossile et l'économie renouvelable, et si notre vraie richesse n'était pas enfouie sous terre, mais suspendue chaque jour au-dessus de nos têtes? Le soleil, constant, abondant, stratégique. On parle souvent des grands projets, des milliards, des exportations. Mais ce qui transforme réellement un pays se cache parfois dans ce que l'on remarque le moins au premier regard. Des routes rénovées, plus sûres, plus fluides, qui relient des villes autrefois isolées. Des autoroutes étendues qui raccourcissent les distances, réduisent les coûts de transport et rapprochent les régions entre elles. Derrière chaque kilomètre asphalté, il y a du temps gagné, du carburant économisé, des opportunités facilitées. L'eau, elle aussi, devient un axe stratégique. Les stations de dessalement permettent de sécuriser l'approvisionnement dans les zones côtières et urbaines. Les projets de transfert d'eau déplacent la ressource vers les régions qui en ont besoin, réduisant la pression sur certaines nappes et atténuant les effets des sécheresses. Ce ne sont pas des infrastructures spectaculaires au sens visuel, mais elles déterminent la stabilité quotidienne. Moins de pénurie signifie moins d'angoisse pour les familles, moins de coupures imprévues, moins de dépendance aux solutions d'urgence. Moins de bouchons veut dire moins d'heures perdues dans les embouteillages, plus de productivité, plus de temps pour soi. Plus de mobilité, c'est aussi plus d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins. Ces transformations ne se mesurent pas uniquement en milliards investis. Elles se ressentent dans le rythme d'une journée, dans la facilité d'un déplacement, dans la disponibilité d'un service essentiel. Ce ne sont pas des chiffres alignés dans un rapport, c'est ton quotidien qui change, parfois sans que tu t'en rendes immédiatement compte. Aujourd'hui, l'économie algérienne gravite autour d'un PIB estimé à environ 200 milliards de dollars. Un chiffre important, mais qui reste en dessous du potentiel que suggèrent nos ressources, notre position géographique et notre démographie. L'objectif affiché est clair, atteindre 400 milliards. Doubler la taille de l'économie en quelques années. Pour certains, cela sonne comme un slogan ambitieux. Pour d'autres, comme une trajectoire exigeante mais envisageable. Atteindre ce seuil suppose un rythme soutenu autour de 6 à 7% de croissance annuelle. Pas une croissance artificielle, tirée uniquement par une hausse temporaire des prix énergétiques, mais une dynamique structurée, diversifiée,
ancrée dans plusieurs secteurs. Cela implique une réduction progressive de la dépendance aux hydrocarbures qui ont longtemps dominé les exportations et les recettes publiques. Non pas les abandonner, mais rééquilibrer leur poids dans l'économie globale. L'industrialisation rapide devient alors un levier central. Transformer localement les ressources minières et agricoles, développer des chaînes de valeur complètes, stimuler les PME industrielles, attirer des investissements productifs. L'export hors pétrole doit prendre le relais, qu'il s'agisse de produits sidérurgiques, d'engrais, de produits agroalimentaires ou d'énergie renouvelable. Chaque dollar exporté en dehors du brut renforce la résilience économique. Mais au-delà des indicateurs macroéconomiques, la question dépasse les chiffres. Elle touche à notre rapport collectif à l'ambition et au risque. La question n'est pas seulement économique, elle est mentale. Sommes-nous prêts à accepter la compétition, l'exigence de productivité, la culture du résultat? Avons-nous réellement changé notre manière de penser le développement ou restons-nous attachés à l'idée d'une rente qui sécurise sans transformer? Toi qui regardes cette vidéo, derrière ton écran, peut-être sur ton téléphone, peut-être tard le soir après une longue journée, tu n'es pas seulement un spectateur passif. Tu n'es pas simplement en train de consommer une information de plus sur l'économie ou les grands projets. Tu fais partie de l'équation. Tu es une variable réelle dans ce scénario qui se dessine. Tu es peut-être un ingénieur potentiel encore en formation ou déjà diplômé qui se demande où appliquer ses compétences. Peut-être un entrepreneur qui réfléchit à lancer une activité, mais hésite face aux incertitudes. Peut-être un étudiant qui observe ces transformations en se demandant si elles créeront réellement des opportunités concrètes. Peut-être un agriculteur qui voit dans ses projets une modernisation possible de son secteur. Peut-être un investisseur, petit ou grand, qui cherche des signaux de stabilité et de vision à long terme. Ces projets ne sont pas abstraits. Ils ne sont pas seulement des annonces officielles ou des chiffres alignés dans un rapport économique. Ils définissent ton futur parce qu'ils influencent le marché du travail, l'environnement des affaires, les infrastructures, la formation, les perspectives de revenus. Ils dessinent le cadre dans lequel tu prendras tes décisions. Rester, partir, investir, créer, chacune de ces questions semble personnelle, intime. Pourtant, mises bout à bout, elles forment une dynamique collective. L'Algérie 2027 ne dépend pas uniquement des plans stratégiques ou des budgets votés. Elle dépend aussi des décisions invisibles prises aujourd'hui par des milliers de personnes comme toi dans le silence de leurs réflexions et de leurs choix. Un train traverse le désert, traçant une ligne d'acier au milieu du silence saharien. Il ne transporte pas seulement du minerai, mais une idée en mouvement, une continuité entre le sol et l'horizon. À des centaines de kilomètres de là, un champ pousse à Timimoun, organisé, irrigué, structuré par la technologie. Là où l'on voyait autrefois une contrainte climatique, on distingue désormais une capacité productive en train de s'installer durablement. Plus au nord, une usine transforme du phosphate extrait de l'Est. La matière brute change de nature, prend de la valeur, devient engrais, devient produit exportable. Dans un port méditerranéen, de l'acier algérien est chargé sur un navire, pas seulement comme une marchandise, mais comme le résultat d'une chaîne complète maîtrisée de l'extraction à l'expédition. Chaque scène semble indépendante, et pourtant elle raconte la même histoire, celle d'un pays qui tente d'articuler ses ressources, ses territoires et ses ambitions. 400 milliards. Le chiffre circule, impressionne, divise parfois. Ce n'est peut-être pas une promesse gravée dans le marbre, ni une certitude garantie par un simple objectif affiché. C'est une trajectoire possible, conditionnée par des choix cohérents, par une discipline collective, par une continuité stratégique qui dépasse les cycles courts. La vraie question ne réside pas uniquement dans la faisabilité technique ou financière. Elle se situe ailleurs, plus profondément. Sommes-nous prêts à accompagner cette trajectoire, à en accepter les exigences, à soutenir les transformations qu'elle implique, même lorsqu'elle bouscule nos habitudes et nos repères?